Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier des personnes qui permettent le développement de ces podcasts. Virginie, Adeline et Adrien. Merci beaucoup à eux de soutenir Passion médiéviste sur Tipeee et je vous en dirai plus sur Tipeee à la fin de ce podcast. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 48. Alice et les recluses au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour Alice Fournier. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui parce que tu prépares un mémoire de 2e année de master à l'université Bordeaux-Montaigne en master REL. Tu prépares un mémoire sur le sujet « Femmes araignées et femmes recluses » de Fred Vargas au Moyen-Âge, un titre bien intriguant. Tu vas nous expliquer tout ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce master ? Parce que c'est un master de lettres en fait, pas d'histoire. Ouais, c'est un master de lettres. Le master réel, c'est recherche en études littéraires. En fait, c'est un master de lettres normal, mais avec un peu plus axé sur la recherche. Et donc sur l'histoire aussi. Un peu aussi, ouais. On se croise beaucoup avec les autres masters, master de genre, master art, histoire, etc. On se croise beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler des femmes recluses au Moyen-Âge. Et avant de commencer, petit disclaimer pour les auditeurs et auditrices. Si d'habitude vous écoutez ce podcast avec vos enfants, eh bien aujourd'hui, on vous conseille de ne pas le faire. Voilà, vous êtes prêts, c'est bon, vous êtes prêtes et prêtes. Donc là, on va parler de choses parfois un petit peu difficiles à entendre pour les enfants. Donc voilà, maintenant, vous êtes prévenus. Déjà, Alice, première question toute simple et qui est un petit peu rituelle dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur ce sujet ? Alors moi, pour trouver mon sujet de mémoire, ça a été un petit peu compliqué. J'avais pas de sujet de mémoire arrivé en première année de master. Je pense que je suis pas la seule. Mais j'ai trouvé un sujet pour un séminaire que je suivais. Ça devait être un mini-mémoire, c'est bien ça, les mini-mémoires. Et donc j'ai voulu faire ce mini-mémoire sur les recluses à cause du roman de Fred Vargas, Quand sort la recluse, que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis demandé est-ce qu'il y a une réalité historique derrière ou pas. Il est sorti quand En 2017. Ok. Très intéressant, enfin vraiment il faut le lire ce livre. Du coup ça m'avait fascinée, je me suis dit je vais faire un mini-mémoire là-dessus. Et au final je me suis dit non mais c'est trop gros quoi. Et ce sujet ça avait pas du tout été étudié déjà ? Ça a été étudié mais beaucoup plus en histoire et un petit peu en littérature mais pas en rapport avec le livre de Fred Vargas, donc c'était assez nouveau. Ce qui est plutôt bien quand on fait un mémoire. Il faut chercher un peu la pépite nouvelle. Et donc ton mémoire, tu t'appuies sur tout le Moyen-Âge, et même, on verra, on déborde un petit peu. Pourquoi en fait on est sur tout le Moyen-Âge ? Et d'ailleurs, est-ce que tu es centré que sur la France ou tu t'es un petit peu agrandi ? On est sur tout le Moyen-Âge, en fait, on est depuis la fin du IVe siècle jusqu'au XVe, XVIIe siècle, ça commence à ralentir. On est sur toute l'Europe. J'ai un traité qui est anglais, qui est très intéressant. On a une grande vision, nous allons faire un long voyage aujourd'hui dans cet épisode. Alors rentrons directement dans le sujet avec toi Alice. Comment on peut définir le phénomène des recluses au Moyen-Âge ? Qu'est-ce que ça décrit ? Qu'est-ce qu'on a derrière ce mot recluse ? C'est un petit peu compliqué, mais en fait on décrit des fois la recluse comme l'ermite urbain. C'est surtout des femmes, mais il y a eu des hommes aussi. Mais c'est une personne qui va choisir de s'enfermer dans une petite pièce qui s'appelle un reclusoire. Ça peut être des fois 2 pièces, mais souvent c'est vraiment de petite taille. Et donc cette personne va s'enfermer là pour toujours, a priori, puisque à la mort de la recluse ou du reclus, on est censé l'enterrer en même temps que le reclusoire. Et à partir de quand ça commence ce phénomène ? Ça commence au IVe siècle. Ma théorie un petit peu, c'est que les recluses sont issues donc des ermites etc. Mais elles sont aussi peut-être issues des Vestales, puisque a priori les Vestales et les recluses auraient coexisté à Rome. Qu'est-ce que c'est les Vestales ? Les Vestales, c'est des femmes romaines qui sont choisies pour être l'incarnation de la déesse Vesta, donc la déesse du foyer. Et elles sont censées entretenir le foyer
le feu à Rome. Voilà, et c'est une forme de protection pour la cité, puisque si le feu s'éteint, ça veut dire la mort de Rome. Et la mort de la Vestale aussi, qui se fait enterrer vivante. Pourquoi ces femmes, en majorité, décident de s'enfermer? Est-ce que c'est quelque chose de religieux? Est-ce que c'est quelque chose de laïque? À la base, c'est plutôt religieux. Au Xe siècle, il y a un grand mouvement de popularisation de la réclusion, et les femmes sont de plus en plus des laïques. On part de quelque chose de religieux, effectivement, et on arrive sur quelque chose où c'est des femmes qui sont complètement à l'extérieur de la religion, qui n'appartiennent à personne, qui n'appartiennent à aucun couvent. Oui, c'est ça, en fait, la différence avec les couvents, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est que c'est des femmes du peuple qui décident de devenir recluses un jour. Et concrètement, être recluse, en fait, ça consiste en quoi? En fait, la recluse, c'est la personne qui va prier pour le peuple, en fait, pour sauver le peuple de ses péchés. Donc elle va prier toute la journée pour aider à ça. Elle a un rituel, donc la prière du matin, la prière etc. Après, la recluse, elle se donne un rôle à elle-même aussi d'éducatrice, puisqu'elle va enseigner souvent aux enfants qui sont devant le reclusoire. Elle va aussi donner des conseils au peuple, mais ça, c'est un rôle un petit peu plus officieux, puisque dans les règles, officiellement, elles n'ont pas le droit de faire ça. Mais c'est une règle qu'elles se donnent elles-mêmes, ou est-ce qu'elles adoptent une règle? Alors, il y a des règles qui sont apparues, qui ont été faites par des hommes. Voilà. Ah bah tiens. Quelle surprise. Donc, moi, je m'occupe principalement de la vie de recluse d'Aelred de Rivaux, donc abbé de Rivaux, dans le Yorkshire, en Angleterre. Ces règles, elles ont été faites pour essayer de codifier le comportement de la recluse. Elles s'attachent vraiment presque à des détails, comment la recluse est censée s'habiller, ce qu'elle est censée manger, à qui elle doit parler. D'après les règles, elle n'est censée parler à personne. Donc théoriquement, elle a fait vœu de silence, mais c'est pas un vœu officiel, encore une fois, parce qu'elle appartient pas à un couvent, elle est pas nonne, elle est juste elle. Donc entre les règles et ce qu'elles décrivent et ce que fait la recluse en réalité, il y a tout un monde et on n'est pas sûr de ce que faisait la recluse en réalité. Nous sommes le 16 juillet 1415 dans le cimetière des Saints-Innocents à Paris. Alors que son mariage va être célébré, Marie de Sabran, âgée de 17 ans, décide de vouer sa vie à Dieu et de se faire emmurer vivante. Sa famille la contraint à ce mariage qu'elle ne veut pas, alors elle choisit la pénitence. Son unique échappatoire est ce sacrifice. Seule une étroite ouverture lui permet de garder un lien avec l'extérieur. Elle y restera 3 ans et 8 mois avant de mourir, emportée par la folie et la dénutrition. Là aussi, j'imagine une différence entre les sœurs et la recluse, c'est que la recluse, en fait, on a une femme, on n'est plus sur des individus, alors que quand on est sur des couvents, là, il y a un petit peu plus un effet de groupe. Ouais. Les recluses, en fait, ne sont pas une communauté. On dit les recluses, mais en fait, c'est toujours la recluse. C'est la recluse sous stèle. Il y a eu à un moment donné des communautés de recluses et des reclusoires qui étaient un peu les uns à côté des autres. Mais essentiellement, oui, la recluse, elle est toute seule. C'est difficile de savoir qui s'occupe d'elle, qui se préoccupe de ce qu'elle fait. Puisque c'est individuel, les évolutions sont un peu individuelles, ça veut dire que ça va dépendre selon les régions, selon les pays même. Donc on va avoir des recluses qui sont extrêmement isolées et qui vont faire vœu de tout un peu, et qui vont par exemple souffrir énormément du froid l'hiver parce qu'elles n'ont pas de couverture, elles n'ont pas de chauffage. Mais on peut avoir des reclusoires qui sont un petit peu plus luxueux, disons. On peut avoir 2 pièces avec une pièce avec un hôtel. Certains reclusoires, la recluse peut à peine s'asseoir, elle peut ni se coucher ni se lever. Certains reclusoires, elles vont avoir la place de s'allonger. Mais comment une personne peut vivre seule dans une pièce sans mourir de faim, par exemple, il y a des besoins naturels, j'imagine. Ouais. Il y a plusieurs versions de la réclusion, mais la plus extrême, en fait, c'est effectivement la recluse a fait vœu de silence, elle a fait vœu de chasteté, bien sûr, vœu de pauvreté, donc elle n'a pas le droit de travailler, et donc elle n'a pas d'argent. Et donc elle dépend entièrement de la charité du peuple. C'est-à-dire que si le peuple ne donne pas à manger à la recluse ne mange pas. Et où sont les reclusoires? C'est dans les villes? Ouais, c'est dans les villes, c'est placé à des endroits stratégiques puisque la recluse a besoin de la charité, donc elle se place à des endroits où les gens passent beaucoup. Donc les ponts, devant les églises, dans les cimetières, ce genre d'endroits où il y a énormément de passages. Et qu'est-ce qu'on sait de ces femmes? Est-ce que en majorité elles ont un peu le même profil? Est-ce qu'on sait pourquoi elles choisissent d'être dans cette vie-là? Toute la question de mon mémoire, enfin une des grosses questions de mon mémoire, c'est pourquoi elles ont choisi cette vie-là et est-ce qu'elles l'ont vraiment choisie? C'est très difficile de savoir le profil de chaque recluse puisqu'on a très peu d'informations sur les recluses. On ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais après, on a plusieurs profils qui reviennent. Souvent, c'est des femmes veuves, donc plutôt âgées en général.
Souvent, c'est des femmes qui ont été violées, donc qui du coup ne peuvent plus vraiment remplir leur place dans la société. Elles ont plus de valeur, donc elles sont mises dans les reclusoires. Elles sont mises et là, elles font pas forcément le choix. Ouais, alors ça peut être un choix aussi, mais qu'est-ce qu'elles ont comme autre choix ? C'est compliqué de vivre en tant que femme seule et rejetée par la société. Peut-être qu'elles peuvent pas travailler, elles peuvent pas aller au couvent, parce que le problème du couvent, c'est que ça coûte cher. Il faut avoir quelque chose à donner au couvent. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Ces femmes-là, elles se retrouvent avec le choix, entre guillemets, il y a même pas de choix, en fait. Est-ce qu'elles peuvent pas faire autre chose qu'aller vivre dans des reclusoires ? Le problème aussi, c'est que les ermites, par exemple, qui auraient été une autre option, c'est pas accessible aux femmes. Les femmes ne peuvent pas aller se placer au bord de la forêt et vivre seules, par leurs propres moyens. J'ai aussi une théorie que au moment de la Renaissance, en fait, parce que la reclusion dépasse le Moyen-Âge et va jusqu'à la Renaissance, au moment de la Renaissance, j'ai l'impression que aller dans un réclusoire, c'est une autre option que se faire brûler en tant que sorcière. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. Ce que tu me dis, ça me rappelle l'épisode que je l'avais fait. On avait fait même un double épisode sur les sorcières et les procès de sorcellerie à la fin du Moyen-Âge, donc c'était le double épisode 21, que souvent, les femmes accusées de sorcellerie étaient des femmes qui vivaient un peu en marge de la société, qui avaient fait des choix un petit peu de vie, soit parce qu'elles étaient veuves, soit parce que voilà, des choix de vie un petit peu à la marge, et que donc elles étaient un petit peu visées pour ça. C'est pas en général, mais ça revenait quand même souvent. Donc toi, c'est pour échapper au bûcher, elle devenait recluse, en tout cas à la Renaissance, tu penses ? C'est une de mes théories, mais je sais pas, ça n'a pas été prouvé par des historiens, c'est peut-être pas ma place de le prouver, mais... Est-ce qu'on a une idée de combien de femmes étaient recluses au Moyen-Âge ? Est-ce qu'il y a une estimation de est-ce qu'on trouvait des recluses dans toutes les villes, même les gros villages de France ? Mais Paulette Lermite-Leclerc, qui est donc l'historienne un peu experte des recluses et des reclus, elle disait à un moment donné quelque chose comme quelle ville au Moyen-Âge n'avait pas son ou ses reclus. Donc c'était quelque chose d'assez étendu. Donc chaque ville pouvait avoir, donc sur un pont à côté de l'église, pouvait avoir un ou plusieurs reclus. Il y a un recensement à Rome aussi qui a été fait en 1320 qui comptait 260 recluses pour 470 nonnes sur toute la ville de Rome. 260 Ouais. Mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Au final, on n'en parle pas tellement, mais c'est quelque chose de la vie quotidienne du peuple au Moyen-Âge. Ouais, les gens sont habitués à savoir qu'il y a quelqu'un, donc souvent une femme, Ouais. qui s'enferme et qui est là pour prier pour eux, c'est ça ? C'est le Moyen-Âge. Sur le Discord de Passion Médiéviste, qui est une sorte de forum où je parle avec les auditeurs et auditrices, je vous en reparlerai à la fin de l'épisode si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'ai Marion qui m'a posé une question qui demande en fait, après leur mort, qu'est-ce que deviennent les recluses ? Est-ce qu'elles sont enterrées dans un endroit réservé ? Ou est-ce que le corps est rendu à la famille ? Est-ce qu'elles sont dans une fosse commune ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Ouais, alors c'est un petit peu difficile à déterminer encore une fois. Mais en théorie, la recluse devait être enterrée avec son réclusoire, c'est-à-dire qu'on détruisait le réclusoire. Et donc ça, c'est un des aspects dont j'ai pas tellement parlé, mais en fait, la recluse vit dans son tombeau. Et pour vivre dans son tombeau, elle va avoir un rituel d'inclusion. C'est un rituel comme on ferait au couvent où on ferait vœu de quelque chose. Là, c'est un rituel d'inclusion où un prêtre va la bénir, etc., lui dire une messe de requiem en fait. Ensuite, ils vont tous se diriger, donc le prêtre, la recluse et le peuple, vont se diriger jusqu'au reclusoire. Le prêtre demande à la recluse de s'allonger dans le reclusoire et il lui jette un peu de terre dessus, comme pendant un enterrement. Donc au moment où elle rentre dans le reclusoire, ouais. Ouais. Et juste après ça, elle est emmurée. En théorie, elle est emmurée. Des fois, elle est juste enfermée avec une porte, mais en théorie, elle est emmurée là. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait un reclusoire au Moyen-Âge ? Parce que là, j'imagine soit une petite cabane, soit une maison. Enfin, à quoi ça peut ressembler ? Ouais, une petite maisonnette en pierre avec juste une petite fenêtre qui s'appelle une fenestrelle, qui est une fenêtre qui est placée très haut et elle donne uniquement sur le ciel. Ça veut dire que la recluse ne peut pas voir le reste du peuple. Elle voit que le ciel. Est-ce que tu sais si on a encore des reclusoirs qui existent aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont tous été détruits au fur et à mesure ? J'ai pas trouvé. Ouais. Par contre, on a une recluse qui a été recluse jusque dans les années 90. Quoi ? Ouais. Ah bon ? Elle s'appelait Nazarena. C'était une Américaine. Un jour, elle a décidé, elle est d'abord passée par le couvent, puis elle a décidé que c'était pas assez, et elle a décidé de se faire recluse au Vatican. Donc elle a été visitée par Jean-Paul II et je sais plus quel autre pape. Et elle vivait comme une recluse, elle dormait sur une grande croix en bois.
Je vois ta tête. Ok, non, mais c'est un peu bizarre. Ouais, donc elle mangeait du pain et un peu de confiture une fois par an. Enfin voilà. Donc elle a été recluse pendant des années et elle ne parlait qu'à son confesseur, et je crois uniquement par lettres. Qu'est-ce qu'une recluse peut confesser à un confesseur? Elle t'a tout bien fait, la meuf. Vous avez besoin de quelque chose? Non, non. Non, parce que comme ça fait 1 heure que vous êtes barré du campement... Oui, mais bon, on n'est pas obligé de rester les uns sur les autres 24 heures sur 24 non plus. Ah non, moi je dis ça... Je trouve ça bizarre, mais bon. Qu'est-ce que vous trouvez bizarre? Je sais pas, d'habitude vous êtes systématiquement sur mon dos à me reprocher des tas de trucs. Il faut être franchement bigleux pour pas s'apercevoir que j'ai besoin de rester tranquille 2 minutes et qu'on vienne pas m'emmerder. Mais j'emmerde personne, je vous demande si vous avez besoin de quelque chose. Écoutez, occupez-vous de vos miches, c'est moi qui vous le demande pour une fois. Est-ce qu'on a des sources écrites directes de la main des recluses? J'imagine que non, mais est-ce qu'on a peut-être des témoignages de première main sur leur mode de vie? C'est difficile d'avoir des témoignages de recluses parce que tous les témoignages qu'on a sont écrits par des hommes. Il y a 2 recluses qui ont écrit, d'après ce que j'ai trouvé. Il y a Hildegarde de Bingen, qui était donc mystique, etc. C'est une recluse? Elle a été recluse un moment. D'accord. Ouais. Donc on a des écrits d'elle, mais elle parle pas de reclusion. On a Jeanne de Cambry aussi, au milieu du Moyen-Âge, qui elle a écrit pendant qu'elle était recluse. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de moment où elle parle vraiment de reclusion. Alors si on n'a pas de discours direct, forcément on a des discours indirects, parce que dans ton mémoire, tu as beaucoup étudié, Alice, les discours faits sur les recluses, que ce soit les positifs ou les plus négatifs. Alors pourquoi est-ce que la figure de la recluse divisait tant au Moyen-Âge? Le gros travail des traités, pour ces hommes religieux donc qui rédigent les traités pour les recluses, leur travail, c'est de contrôler la femme d'une certaine manière. C'est comme d'habitude. Ouais, on s'y attend pas. Hein, c'est ouais, en fait, ils essayent de réguler tout ce qu'elle fait à tous les moments de la journée parce que la femme recluse, elle dérange, elle appartient pas à un couvent, elle appartient pas à une communauté au moment où les communautés se forment à la Renaissance. Elle appartient à elle-même, en fait, et c'est le gros problème de la religion avec les recluses. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que être recluse, c'est une forme d'indépendance? Ou est-ce que c'est juste la seule manière d'exister pour une femme seule? C'est une bonne question. Ouais, c'est quelle façon d'exister aussi, parce que si c'est la seule façon d'exister, c'est juste de ne rien faire, c'est horrible. Ouais, c'est ça, c'est d'être complètement isolée, d'attendre la mort dans une petite maisonnette. Ouais, c'est une question, mais en même temps, d'une certaine manière, elle a accès à une liberté qui est énorme pour la femme à ce moment-là. On a une grosse popularisation du mouvement au XIe et XIIe siècle. Et c'est ce moment-là où vraiment les femmes laïques essayent d'accéder au réclusoire, où elles veulent vraiment accéder au réclusoire, il y a des listes d'attente. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui intrigue, il y a quelque chose qui permet à la femme d'accéder à une indépendance qu'elle n'aurait pas dans la société, puisqu'elle est vouée au mariage, elle est vouée à peut-être mourir en couche aussi, à être violée par son mari ou à être violée par quelqu'un d'autre. Donc d'une certaine manière, le reclusoire, il apporte une indépendance et il apporte une sécurité aussi. Même si on a des histoires de recluses qui se sont faites violer par... voilà. Le reclusoire est un peu pour eux quand même, mais... Pourquoi est-ce que ce mouvement se popularise à cette époque-là? Bah, c'est une bonne question, mais je pense que c'est un peu les troubles du Moyen-Âge, les guerres de religion, etc. Tout ça, ça peut pousser les femmes à vouloir trouver une indépendance et une sécurité. Mais donc, qui sont les personnes qui ont des discours positifs sur les recluses et qu'est-ce qu'ils en disent? Au Moyen-Âge, des discours positifs sur les recluses, c'est difficile à trouver. Le traité d'Aelred de Rivaux, il semble positif parce qu'il est adressé à la sœur d'Aelred, qui était recluse. Et donc, il dit beaucoup de bien de sa sœur recluse. Mais par contre, il dit beaucoup de mal des autres recluses. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, au final, c'est pas vraiment un traité très positif. Les gens qui disent du bien des recluses, c'est surtout les gens d'époque moderne, comme Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris ou comme Fred Vargas dans Corsair la recluse. Là, on va avoir des discours un petit peu plus positifs. Mais pas au Moyen-Âge. Ce mouvement des recluses finit par disparaître au Moyen-Âge. Pourquoi et à quel moment? On dit que ça disparaît à peu près au XVIIe siècle, c'est les dernières recluses. Après le Moyen-Âge, ouais. Après le Moyen-Âge, ouais. Ça s'essouffle quand même dès le XVe siècle. En fait, c'est difficile, il y a plusieurs raisons, mais pour moi,
La principale raison, c'est que l'Église ne voulait plus de recluses, et que donc elle a un peu profité des guerres de religion, des guerres, des invasions, etc., pour ne pas reconstruire les reclusoires après qu'ils aient été détruits, pour changer les murailles, etc. Dans ton titre de mémoire, donc tu parles de la femme araignée. Et quel est le rapport avec les femmes recluses? Pourquoi? Je comprends pas le lien. Ça part de la comparaison que fait Fred Vargas dans Quand sort la recluse, où, genre, pas trop de spoilers, mais une personne qui tue avec des araignées recluses. Et donc à partir c'est un type d'araignée. C'est un type d'araignée, ouais, c'est une petite araignée brune qui fait des morsures nécrosantes. Oh, sympa. Ouais, c'est chouette. Et donc elle fait cette comparaison-là. Il y a une personne qui tue avec des araignées recluses, on juge sur la polysémie du mot et on arrive à la recluse médiévale. Et elle va parler d'une femme qui était recluse au temps moderne, un peu comme notre Nazarena. Elle va créer une sorte un double de la recluse, parce qu'on a la recluse un peu idéale que nous présente Aelred, qui serait parfaite à tous les points et vraiment admirable. Et de l'autre côté, on a la femme recluse araignée, qui est une femme beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus séductrice, qui serait dangereuse pour les hommes, puisque la personne dans le roman tue des hommes. Donc il y a cette morsure nécrosante qui ressemble à un poison. Là, on a encore la figure de la femme empoisonneuse. Donc cette femme araignée, c'est un double négatif de la recluse, donc un double beaucoup plus dangereux. Mmh. Et Alice, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant la préparation de ton mémoire? Il y en a eu plusieurs, mais une des grosses difficultés, c'est que, en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est un peu... ça sort un peu de nulle part. Parce que... non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où il n'y avait pas énormément de recherches littéraires sur les recluses qui ont été faites avant. Au niveau de l'histoire, je me repose beaucoup sur Paulette Lermite-Leclerc, qui a vraiment fait un boulot énorme là-dessus. Mais une des difficultés, ouais, c'est que tout ce qu'on dit sur les recluses, c'est indirect. C'est jamais le témoignage d'une recluse. C'est jamais non plus la biographie, par exemple, d'une recluse en particulier. Cette absence de la voix de la femme qui est un peu difficile à comprendre. Donc si jamais quelqu'un qui nous écoute a trouvé quelque part dans les archives un témoignage de recluse ou même quelque chose sur les recluses, il peut te contacter. Oui, s'il vous plaît. Il envoie un message sur le site passionmedieviste.fr et je te transmettrai. Merci. On va sortir juste 2 secondes du Moyen-Âge, parce que tu nous l'as dit, tu travailles aussi sur comment Notre-Dame de Paris, donc de Victor Hugo, là on n'est plus du tout au Moyen-Âge, mais en partie du coup, présente la recluse. Alors lui, comment il la présente? Oui, Moyen-Âge, effectivement, Victor Hugo utilise le Moyen-Âge pour son roman, et il parle de la recluse qui vit dans un trou au rat. Il décrit un peu certains éléments de la réclusion de manière assez juste, et d'autres éléments, il construit vraiment une image effrayante et vraiment moyenâgeuse pour le coup. Mm-hmm. Et donc la recluse est peinte un petit peu plus négativement, elle est pas tout à fait idéalisée comme chez Aelred. Il a tendance à lui donner un peu tous les défauts, c'est pas vraiment une femme sainte, c'est pas vraiment une femme qui prie toute la journée, c'est juste une femme brisée en fait, qui a perdu son enfant et qui du coup est très en colère et très isolée. Et ce qui montre aussi, et ce qui est assez intéressant, c'est l'indifférence du peuple par rapport à la recluse. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. C'est le peuple qui devrait soutenir la recluse dans son acte. Oui, mais en même temps, je peux pas dire s'il a tort ou s'il a raison, parce que c'est difficile à comprendre comment le peuple du Moyen-Âge regardait un peu cette recluse, comment il la percevait. Est-ce qu'il l'admirait vraiment comme Aelred le prétend? Est-ce qu'il était vraiment charitable envers la recluse ou pas? C'est difficile à savoir, donc peut-être que Victor Hugo a un bon point, quoi. Et Alice, tu vas bientôt soutenir ton mémoire, mais en attendant, qu'est-ce que tu fais? Là, on est un peu dans une rentrée scolaire au moment où nous enregistrons ce podcast. Qu'est-ce que tu fais depuis? Depuis, je fais une petite année de césure, disons, pour enseigner le français dans un collège. Et après, l'année prochaine, j'espère pouvoir faire une thèse. Une thèse sur les recluses ou sur un autre sujet? Oui, sur les recluses. Ouais, il y a beaucoup à faire encore. Oui, parce que là, tu me disais que tu n'avais pas beaucoup trouvé de choses, mais tu penses, assez de matière pour faire une thèse entière? Ouais. Une partie de la recherche de la thèse, ça serait de trouver des sources directes. Ça, ce serait vraiment le gros boulot de la thèse. Mais oui, c'est quand même assez... c'est une sorte de pari, en fait, ce que tu fais. Parce que si tu les trouves pas, du coup, tu peux pas faire ta thèse. Non, il y a de quoi faire quand même avec les traités. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des traités que j'ai pas encore lus.
Et qui n'ont pas été trop étudiés avant ? Non, pas tellement. D'accord. Et puis surtout pas tous en même temps et pas d'un point de vue littéraire. Donc oui, ça toi, peut être intéressant. Tu as le point de vue littéraire d'abord avant le point de vue historique ? Ouais, le point de vue historique, il est important pour expliquer la situation quand même. Mais ça peut être intéressant de l'étudier d'un point de vue littéraire, d'étudier cette figure de la femme, comment elle est construite avec des mots, quoi. Oui, là, c'est ce que je vais te demander quand tu étudies de façon littéraire ces textes-là, sur quoi est-ce que tu t'appuies et comment tu travailles dessus ? En fait, là, une grosse partie de mon travail, c'était de comparer les textes, donc à plusieurs points de l'histoire, avec Notre-Dame de Paris, Quand sort la Recluse, et le XIIe siècle avec le traité d'Aelred. Donc il y avait une grosse partie de comparaison, et je pense même pouvoir faire une thèse rien qu'avec ces 3 textes-là, parce qu'ils sont très riches et il y a beaucoup de points de comparaison. Et aussi, Alice, je voulais te poser une petite question parce qu'il se trouve que tu fais un podcast, toi aussi. Et tu fais un podcast en fait, qui parle de ton master, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Alors j'ai créé mon podcast, s'appelle le podcast réel, donc comme mon master. Et à la base, c'était pour faire parler les étudiants de master réel de leur mémoire, en fait, parce qu'on n'avait pas vraiment de matière où on disait tous « Ah ben, je travaille sur ci, je travaille sur ça ». À la base, je voulais faire un séminaire, une petite conférence, mais Covid oblige, ça s'est fait par podcast. Et puis finalement, c'est assez intéressant et j'espère pouvoir interviewer des masterants de plein de matières différentes aussi, sur plein de sujets différents. Quel est ton axe de direction dans ce podcast ? Essentiellement, c'est juste les masterants. Ça se tourne plutôt vers les matières des humanités, puisque c'est un peu plus proche de ce que je fais moi. Mais essentiellement, ouais, c'est tous les masterants, et parce qu'on a des sujets qui sont super. Il y a plein de sujets comme ça, je me dis, oh, waouh, ça doit être hyper intéressant, mais on n'a pas d'endroit où en parler. Pour les masterants d'histoire médiévale, ils savent qu'ils peuvent venir bien sûr dans Passion médiéviste. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez un petit peu plus sur ce qu'étaient et qui étaient les recluses au Moyen-Âge et en quoi ça consistait. Donc, merci beaucoup Alice Fournier pour tout ce que tu nous as raconté. Merci à toi. Donc, on pourra retrouver ton podcast donc réel. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode si les gens veulent aller l'écouter, bien sûr. Et aussi, bien sûr, si les gens veulent en savoir plus sur l'épisode qu'on vient de faire, vous pouvez aller sur le site passionmédiéviste.fr. Il y a un article pour chaque épisode avec une petite sélection d'ouvrages pour aller un petit peu plus loin. On mettra du coup les références de ce qu'on s'est dit pendant l'épisode. Vous pouvez aussi retrouver bien sûr Passion médiéviste sur tous les réseaux sociaux. Enfin en tout cas, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai pas encore fait de TikTok. Je pense pas que j'en ferai, mais ce serait marrant. Mais non, c'est pas encore prévu. On sait jamais. Vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr soutenir ce podcast en contribuant au Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif où pour 1 € par mois ou quelques euros par mois ou même ponctuellement, vous pouvez soutenir le développement de ce podcast, c'est-à-dire que ça m'aide à déjà payer la personne qui fait l'illustration de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Ça me sert quand je n'ai pas le temps, moi, de pré-monter l'épisode, je paye quelqu'un pour me pré-monter les épisodes. Et donc ça permet d'avoir plus d'épisodes pour vous à écouter. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi juste soutenir ce podcast en le partageant, en parlant autour de vous. En parlant, je sais pas moi, à votre famille, à votre voisin, à votre meilleure copine. Hey, j'écoute un podcast en ce moment, est-ce que tu veux écouter vraiment ? Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le plus en fait. Je compte sur vous et ça me ferait énormément plaisir. Et ce mois-ci, je tiens à remercier particulièrement Oriane, Bruno, Abby, Thomas, Gauthier, Lucie, Sophie, Alexis et Marc. Grâce à leur soutien, j'ai pu payer quelqu'un pour faire le montage de cet épisode, donc Jonathan du podcast Osef. J'ai pu payer quelqu'un pour faire l'illustration de cet épisode, Dean. Et grâce à eux, j'ai pu aussi financer la grosse série sur Notre-Dame de Paris que vous avez pu entendre en janvier. Et oui, parce que si vous donnez au Tipeee de Passion médiéviste, vous aurez aussi accès au Discord, donc comme je l'ai dit pendant l'épisode. C'est donc une forme de forum où peuvent se retrouver les auditeurs et auditrices du podcast, mais aussi les anciens invités. On aura Alice sur le Discord si vous voulez lui poser des questions. Et sur cette plateforme, je vous partage un petit peu les coulisses du podcast. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelques temps, je faisais le montage du prochain Superjoute Royal en avant-première. Et donc les personnes pouvaient entendre des bribes et me poser des questions et réagir. Donc voilà, vraiment, j'espère que ça vous fera envie. C'est vraiment un endroit où on s'amuse bien. Et d'ailleurs, au fait, si l'histoire moderne vous intéresse, on l'a abordé un petit peu aujourd'hui dans l'épisode, si l'histoire moderne vous intéresse, allez écouter mon autre podcast Passion moderniste, j'espère que ça vous plaira aussi. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste,
on parlera de la Bretagne au Moyen-Âge. Salut!